Donc, tout d'abord, nous vous remercions, enfin, toute l'équipe vous remercie d'avoir répondu présent pour ce webinaire et d'avoir participé à relayer l'information déjà. Parce qu'à ce webinaire, voilà, on ne va pas lister toutes les personnes, mais il y a des personnes qui également ont des activités larges en association, également en édition de logiciels historiques. Voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. Nous allons avoir 45 minutes que l'on va organiser et partager le temps entre Maître Chemla, Frédéric et Philippe Colmar. Je vous rappelle le thème. Hein. Le thème est sur les travaux sur les ouvrages existants. Quel impact de la nouvelle jurisprudence pour les installateurs et par ricochet pour les consommateurs. En effet, cet arrêt était passé un peu inaperçu jusqu'à la publication du 4 novembre dans le génie climatique, dirigé par Pierre Picher, que l'on remercie également parce que le génie climatique a relayé notre post pour ce webinaire. Donc, on sait qu'il validait que l'on porte l'information, donc ça fait toujours plaisir. Et tout le soutien, toutes les personnes qui sont là, donc remerciements. Sur ce webinaire, je vais être, donc, comme je le précise, gardien des horloges. Donc, je vais faire en sorte que Maître Chemla, qui va se présenter lors du tour de table là, respecte le timing imparti, Frédéric également, et puis Philippe Colmar également, voilà, qui va nous rappeler aussi le rôle de l'expert. Mais on va essayer que tout passe en 45 minutes. L'objectif du webinaire, c'est d'être pragmatique, j'insiste sur ce point, pragmatique, efficient, de façon à ce que ensuite ce puisse être suivi d'actions concrètes. Voilà, si vous êtes installateur, si vous êtes, quel que soit entre guillemets votre secteur d'activité, à partir du moment où vous avez un lien avec ce thème, derrière, il faut que vous ayez voilà, une action à mener. Et en ce sens, le webinaire sera réussi si vous ressortez de là avec une conclusion, une action à mener, et ensuite l'envie de rappeler que cette jurisprudence peut avoir quand même un impact fort sur le consommateur. Donc, évitons les mauvaises surprises dans le temps, et donc on sollicitera à la fin pour republier ces éléments. Bonjour, Monsieur Mouge. De façon à ce que également il y ait voilà, il y ait une importance de ce webinaire. Pour information, s'il y a des questions qui sont posées et si on ne peut pas répondre à toutes, par contre, on s'engage à faire un récap et ensuite, on fera un compte-rendu de ce webinaire et on vous transmettra les réponses, bien évidemment. Voilà. Je propose de lancer le tour de table, donc commencer par Maître Chemla, et puis on passe à l'action. Donc, je vous laisse vous présenter, Maître. Ah, vous êtes mute. Et je vais me mettre mute moi aussi. On ne vous entend pas, Maître. Bonjour, je suis Gilles, j'ai une société en climatisation et pompe à chaleur et je suis Parce que le micro n'était pas le bon. Non. Merci à vous, Gilles, de votre présentation. Oui, M. Roucoul, moi je vais me présenter brièvement. Donc, Philippe Colmar, expert près de la Cour d'appel de Versailles. Donc, moi j'interviens sur les secteurs du 78, 92, 95 et jusqu'au 28. Donc, c'est assez vaste. Sur l'ensemble donc, des problématiques associées au chauffage, ventilation, climatisation, et une grosse partie des ordonnances et
les décisions d'expertise qui me sont attribuées sont associées effectivement assez souvent à des problématiques de pompe à chaleur. Merci à vous. Alors, attendez, je pense qu'il y a un petit souci, évidemment, vous en doutez, avec la connexion de Maître Chemla. Donc, en synthèse, je vous rappelle l'ordre du jour, ça va lui faire gagner du temps. Donc, elle va intervenir pendant 10 minutes sur l'analyse juridique. Ensuite, le rôle de l'expert sera présenté par Philippe Colmar. Ensuite, les solutions techniques. Quand je dis solutions techniques, c'est-à-dire qu'on sera générique, mais Frédéric Cadieux interviendra là-dessus pour mentionner que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas un vide technique pour répondre à cette jurisprudence. Il y a des solutions. Ensuite, une partie recommandations pratiques et échanges. Là, ça sera fait, on va dire, à 3 voix, voire à 4 voix. Une conclusion, évidemment. Et puis, s'il reste un petit peu de temps et si la technique ne nous a pas trahis, on essaiera de prendre voilà, on essaiera de prendre les questions en cours de façon à ce que voilà, les premières soient répondues. Je ne me suis pas présenté, je le fais très rapidement. Donc, Jérôme Rocoul, fondateur du bureau d'études J'ai un besoin, et ayant pris également la suite des logiciels de Christian Cardonnel, voilà, Cardonnel Ingénierie, qui normalement nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Philippe Colmar, est-ce qu'à ce moment-là, oui. Si on va improviser, est-ce qu'on ne commencerait pas à ce moment-là par le rôle de l'expert et on inverse la présentation de façon à ce qu'on puisse maintenir le timing? Maître Chemla fera l'analyse juridique de la jurisprudence dans un temps 2 et comme ça, on reprend le lien sur cette partie-là. On passe sur le rôle 3, histoire, je pense que ça permettra à tout le monde de se faire un petit rappel et puis on jonglera entre les deux à ce moment-là. OK? Oui, pas de souci, bien sûr. Je veux bien démarrer. Avec plaisir. Donc, comme vous l'avez mis dans le PowerPoint, en fin du rôle de l'expert, mon conseil pour ne pas me voir utiliser des outils normatifs. C'est un peu brutal. C'est pas moi qui l'ai écrit. Monsieur Cadieux, je pense, a voulu marquer le coup. Je vais démarrer minuteur, comme ça je vais pas trop déborder. Je l'ai démarré, pas de panique. Il est démarré, bon, parfait. Donc je vais rappeler brièvement le rôle de l'expert quand vous retrouvez dans une expertise judiciaire technique. C'est qu'effectivement, vous avez des désordres sur une installation chez un client qui soit professionnel, particulier. Alors, majoritairement, les installations de pompe à chaleur, en tout cas aujourd'hui sur les dossiers d'expertise, sont souvent aujourd'hui dans le 78 chez les particuliers. Et donc globalement, quand on est désigné expert, c'est pour aller à la place du juge qui lui ne va pas se déplacer, constater des désordres, des malfaçons, des dysfonctionnements, convoquer l'ensemble des parties pour que on puisse respecter un contradictoire, donc avec les différents avocats, les assureurs, les entreprises, le demandeur, et donc les défendeurs. Le but est d'écrire et d'indiquer donc au magistrat, au juge, qui lui n'est pas un technique et qui va devoir juger, donc prendre une position sur ce dossier et lui apporter le maximum d'éléments techniques, objectif dans le cadre du contradictoire. Donc, on nous demande de décrire la nature des désordres, l'installation, de fournir donc tous les renseignements pour que le tribunal puisse statuer. Et donc, on va commencer effectivement cette expertise en regardant l'entreprise, comment elle a fait pour dimensionner, pour déterminer quel genre de pompe à chaleur, quel genre d'installation elle compte mettre en œuvre, souvent pour le remplacement d'une chaudière, gaz, fuel.
Et donc, on va commencer par là. Donc, le dimensionnement, comment elle a fait? Est-ce qu'elle a des éléments? Malheureusement, souvent, on n'a pas grand-chose, effectivement, en termes de dimensionnement. On a souvent des installations qui sont dimensionnées au mètre carré ou en se basant sur une chaudière existante. Donc, la problématique qui se pose rapidement, c'est fort de cette chaudière existante et de cette puissance de chaudière, si on se base là-dessus, est-ce que l'entreprise a tenu compte des régimes d'eau, du principe de fonctionnement des radiateurs avec les delta T? On sait qu'effectivement, il y a un certain nombre d'années, ça va rappeler certainement des souvenirs pour certains d'entre vous. La norme, on était sur un delta T de 60. Donc, c'est la norme EN 442 qui était basée sur un régime d'eau 90-70 pour une chaudière fuel ou une chaudière gaz au rendement. La norme est passée avec une norme EN 442-2 avec un delta T de 50 pour la puissance des émetteurs de chaleur. Donc, un constructeur, un Acova ou une autre marque, va vous donner une base avec un radiateur en delta T de 50, ce qui veut dire une entrée d'eau à 75, une sortie d'eau à 65 pour une température ambiante à 20 degrés. Bien évidemment, un des premiers sujets que moi, en tant qu'expert, je vais regarder, c'est comment l'entreprise a tenu compte de l'installation existante. Est-ce qu'elle a vérifié, au-delà du bilan de puissance qu'elle est censée faire, au moins pour se donner, vérifier la puissance de sa pompe à chaleur? Est-ce qu'elle a regardé les problèmes d'infiltration d'air, les menuiseries qui sont souvent ces sources d'infiltration d'air et de déperdition? Est-ce qu'elle a aussi regardé la qualité des émetteurs en termes de régime d'eau, en termes de puissance existante? Si vous avez des radiateurs acier qui fonctionnent très bien avec un régime d'eau, avec un delta T de 50, bien évidemment, ça peut être un autre problème, en tout cas une source de problèmes et de non-fonctionnement ou de malfaçon si votre pompe à chaleur sort un régime d'eau qui va être aux alentours de 70 et qui va se dégrader, bien évidemment, avec des températures qui vont descendre aux alentours de 5 degrés jusqu'à moins 7 degrés. On a effectivement régulièrement des problèmes associés aux problèmes, à la fonctionnalité de cette pompe à chaleur. Donc, comme le dit donc, le PowerPoint, non-vérification des émetteurs, ça c'est un sujet récurrent par rapport à un régime d'eau entre une chaudière, une pompe à chaleur haute température et une pompe à chaleur moyenne température. Globalement, une pompe à chaleur haute température, on va considérer, suivant les régimes d'eau, qu'on est plutôt sur un delta T de 30. J'ai un exemple, j'avais ressorti un exemple d'ABAC sur un sujet justement d'expertise où le radiateur, c'était dans une salle de bain, avec un delta T de 60, sort une puissance de 940 watts. Avec un delta T de 50, il sort 750 watts. Et avec un delta T de 30, il sort 400 watts. Donc, on se retrouve avec une puissance qui est plus que divisée par 2, juste à cause du régime d'eau qui va venir passer dans l'échangeur. Et là, je ne parle pas des problématiques de prise en glace, de givre sur l'échangeur et des difficultés de la pompe à chaleur lorsque la température va descendre en dessous de 5 degrés. Donc ça, deux premiers sujets, vérification des émetteurs, absence de prise en compte, alors le dimensionnement, et après le troisième sujet, absence de prise en compte du fonctionnement de la PAC. Donc en dehors de votre régime d'eau, les sujets que je rencontre également, c'est les problèmes de puissance lorsque on a une température extérieure qui descend en dessous de 5 degrés. Il n'y a pas besoin d'être négatif pour avoir des problèmes de givre sur l'échangeur. Il suffit effectivement d'avoir beaucoup d'humidité. Et là, on va se retrouver
Donc, j'ai un exemple avec une marque de pompe à chaleur. Je la nommerai pas, mais c'est pareil pour toutes. Une pompe à chaleur de 18 kW avec 12 kW en pompe à chaleur et 6 kW de résistance électrique complémentaire. Lorsqu'on descend à 2 degrés, on n'a plus que 16 kW au lieu des 18. Lorsqu'on descend à moins 5 degrés, on n'a plus que 15 kW. Et lorsqu'on descend à moins 7 degrés, on n'a plus que 13 kW. Donc, le phénomène, on va dire potentiellement au-delà du régime d'eau, de la puissance qui est définie, va s'aggraver avec les températures extérieures. Donc ça, c'est 3 éléments clés que l'expert, et moi en particulier, on va vérifier et on va demander à l'entreprise qui a installé cette pompe à chaleur de pouvoir nous confirmer sur ces différents points ce qu'elle a mis en œuvre, comment elle a défini, comment elle a dimensionné ces installations pour répondre à ces problématiques de régime d'eau, de s'adapter aux émetteurs, de s'adapter aux problèmes de puissance et de déperdition, et de problématiques de respecter la température de confort dans le bien de 19 degrés à moins 7 extérieur, ou moins 5 si on est sur Paris, mais bon, moi je suis sur la partie 78. Donc voilà ce qu'attend l'expert. Je ne vais pas parler de normes NF 12831, parce qu'en expertise, on parle du désordre. On ne va pas s'étendre on va se baser effectivement sur des éléments concrets et objectifs pour faire notre rapport sur un DTU, sur une norme, mais aussi sur les règles de l'art. Donc, on peut utiliser tout ce qu'on a et on ne va pas forcément mettre en avant plus un élément que l'autre. Donc, c'est un ensemble et le but de cet ensemble, c'est de mettre en évidence les dysfonctionnements, les raisons de ces dysfonctionnements pour que le magistrat puisse se positionner en toute objectivité et qu'on puisse apporter le maximum d'éléments. Donc, voilà globalement en synthèse quels sont on va dire les points clés qu'il est nécessaire effectivement de bien travailler en amont de cette mise en œuvre, de ce remplacement, de cette mise en place de la PAC. Et on va dire peut-être que voilà, j'ai un besoin à travers leur outil à des éléments effectivement qui peuvent permettre d'éviter en tout cas de tomber dans ces pièges. Merci Philippe. Si on peut en 15 secondes reformuler le conseil, donc le principal conseil, et ensuite on passe la parole à Johanna. Oui, donc le principal conseil, c'est de mettre en évidence dès le démarrage du projet les différentes hypothèses qui ont été retenues pour le dimensionnement, la prise en compte du delta T et du régime d'eau au niveau du chauffage. Alors, dernier sujet qui n'a pas de lien, mais qui est très important et qui va souvent en plus des problématiques de puissance, de principe de fonctionnement de la PAC à moins 7 degrés, de régime d'eau et de déperdition du bâtiment, c'est vous intervenez sur des installations existantes, souvent très anciennes. Je parlais tout à l'heure d'un delta T de 60 pour des régimes d'eau 90-70. Et ces installations, elles sont souvent embouées, entartrées. Elles n'ont pas fait l'objet d'un désembouage, d'un traitement d'eau pendant 20 ans. Et donc, le plus gros risque que vous avez aussi, c'est de ne pas faire d'analyse d'eau à l'origine de l'installation avant de démarrer vos travaux. Cette analyse d'eau qui vaut entre 100 et 200 euros protège l'entreprise, protège l'installateur, parce que les performances aussi de votre installation et de la mesure qu'on va pouvoir faire au niveau des émetteurs et de la température ambiante va dépendre aussi de la qualité du réseau, des radiateurs, de l'embouage.
ou de la préconisation d'un désembouage. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je pense avoir tout dit. Ouais, merci beaucoup. Écoutez, on passe la parole à Maître Johanna Chemla. Petite présentation, vu qu'on n'a pas fait le tour de table, et puis on vous laisse repartir sur l'analyse. On a inversé, donc sur l'analyse juridique. Oui. Donc évidemment, vous avez 1 minute 30 de plus. Vu qu'on- Très bien. Alors, donc, Maître Chemla, donc, je suis avocat spécialisé en droit des contrats et le contentieux du droit de la construction et des énergies renouvelables. Il y a un fort contentieux avec les pompes à chaleur, les panneaux photovoltaïques. Et donc, j'interviens pour le compte d'entreprises et des particuliers. Donc, j'ai une approche transversale de ce contentieux. On m'a sollicité effectivement par rapport à cet arrêt qui est un arrêt d'importance du 21 mars 2024 rendu par la Cour de cassation qui est un revirement de jurisprudence, d'accord, par rapport à ce qui était établi auparavant, où effectivement la garantie décennale de l'installateur pouvait être actionnée par le particulier. Et donc, effectivement, il y avait une protection des installateurs qui avaient souscrit une assurance décennale. Et depuis cet arrêt, désormais, les pompes à chaleur et tous les inserts sur ouvrages existants ne relèvent plus, en tout cas, les désordres ne relèvent plus de la garantie décennale. Alors, pour vous expliquer effectivement ce que dit cet arrêt de la Cour de cassation, en l'occurrence, dans cet arrêt, c'était un insert dans un conduit de cheminée existant. Et donc, effectivement, la Cour de cassation a considéré que ça ne constituait pas un ouvrage et donc, effectivement, du coup, ne relevant pas effectivement de la garantie décennale. Et dans cet arrêt, donc, effectivement, avant, on pouvait considérer que ça constituait, enfin, ces installations-là relevaient de la garantie décennale et désormais, elle indique que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par injonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. Donc, ça retire des droits aussi bien aux particuliers qu'à l'installateur. Donc, effectivement, dans cet arrêt, il est indiqué, il y a c'est assez, c'est pas complexe, mais effectivement, il y a un distinguo à faire. Lorsque le particulier rénove son logement et donc installe une pompe à chaleur, il ne pourra pas bénéficier de la garantie décennale, alors que celui qui aurait installé la pompe à chaleur dans un bien neuf, eux pourront, la Cour de cassation considère que considère que c'est un ouvrage en tant que tel, et donc ils pourront bénéficier de la garantie décennale. Donc il faut vraiment distinguer tout ça. Les installateurs, eux, du coup, leur responsabilité contractuelle est engagée, et donc effectivement, dans le cadre de cette responsabilité contractuelle, il faudra effectivement que le particulier en tout cas, prouve la faute de l'installateur dans les désordres qui ont été constatés. Mais effectivement, sa responsabilité est engagée peut être engagée dans un délai de 5 ans par le particulier à compter de la découverte des désordres subis. Donc, effectivement, cette responsabilité est importante pour l'installateur qui ne pourra pas se retrancher sur sa garantie décennale depuis cet arrêt de la Cour de cassation. Et donc, effectivement, les implications sur les problématiques d'assurance. Alors, il faudra en tout cas, c'est important de prendre attache effectivement avec votre assurance pour savoir ce qu'il en est, puisque vous avez contracté une assurance décennale. Et donc, c'est un contrat qui engage les parties.
Mais c'est effectivement cet arrêt chamboule, en tout cas ce qui était rendu avant cet arrêt, et donc il faudrait quand même pour ces souscriptions de contrat voir ce qu'il en est, et à tout le moins effectivement il faut savoir il pourrait être judicieux de souhaiter des extensions de garantie, en tout cas une extension de garantie, en l'occurrence, alors attendez, paf, oui, une institution de garantie sur les contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les travaux surexistants. Effectivement, afin que s'il y a n'importe quelle déclaration de sinistre, vous puissiez effectivement actionner votre assurance. Voilà. Donc ça, c'est important de voir ce point-là. Effectivement, désormais, c'est sur vos... la responsabilité de l'entreprise est seule engagée, et le particulier ne pourra pas actionner aussi la garantie décennale, et vous ne pourrez pas vous retrancher derrière votre décennale. Donc ça, c'est un point qui est important. Ce que je peux vous dire également, oui. Si je peux me permettre, c'est d'insister là-dessus, parce que c'est le point crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation sur laquelle, et je ne vous donnerai pas, pareil, on ne peut pas donner le nom du fabricant tout à l'heure pour l'expert, on va donner le nom de l'assureur, et pour avoir sollicité et soutenu également l'assureur, aujourd'hui, les tribunaux de première instance commencent à se réfugier dessus. C'est-à-dire que c'est plus anecdotique. Certaines associations aujourd'hui ont pris position pour dire on va attendre de voir s'il y a confirmation ou non de l'arrêt de Cour de cassation. Ah, mais il n'y a pas de confirmation de l'arrêt de la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation. Elle a tranché le débat. Et là, on n'est pas sur c'est pas des juridictions de premier degré, on n'est pas sur un tribunal judiciaire, c'est la Cour de cassation, c'est le dernier degré de juridiction. Et effectivement, ça fait jurisprudence. Voilà. Mais j'insiste là-dessus parce que les dernières conversations que nous avons eues avec les associations professionnelles, c'est de dire on va attendre parce que c'est peut-être un arrêt de Cour de cassation un peu farfelu, un peu à part. Donc c'est pour ça que je préfère que vous insistiez sur ce point-là, qui est vraiment du droit pur et dur. Dire voilà, il y a un arrêt. Aujourd'hui, les tribunaux de première instance commencent à se référer à cet arrêt de Cour de cassation, et c'est pas neutre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… Moi, je me réfère déjà. Hein. J'ai un confrère dans un dossier qui a signé ma cliente entreprise et qui a argué de l'ancien arrêt avant revirement, alors qu'on était post-revirement de jurisprudence, donc par cet arrêt du 21 mars 2024. Et donc, effectivement, forcément… n'importe quel avocat va arguer de cet arrêt qui du coup est un revirement de jurisprudence, mais c'est le dernier en date, et avant qu'on retombe sur un autre arrêt qui trancherait dans le sens inverse, on n'en est pas là. Hein. Mais c'est important parce que là, vous avez majoritairement des professionnels, donc pas des consommateurs, et dans ce cas-là, ils vont se référer à leur syndicat, à leur fédération, et qui, à certains moments, aujourd'hui, a un peu mis de côté l'impact de cet arrêt. C'est pour ça que ce webinaire, il est neutre, parce que nous, on n'est ni assureur, on n'est ni courtier, mais on a des utilisateurs, on ne veut pas qu'ils se retrouvent un peu dans la mouise parce qu'ils n'avaient pas l'information et qu'ils n'avaient pas pris l'ampleur de cela. C'est très important de prendre vraiment attache avec les assurances souscrites et voir ce qu'il en est. Et s'il ne faut pas faire une extension de garantie par rapport à ces ouvrages-là. D'accord. Et je pense qu'il faut le faire. Hein. Et clairement, voilà, ils sont là, aujourd'hui. On est sur des entreprises qui forcément participent à ce webinaire, sont sérieuses, donc elles ont besoin, elles aussi, d'être protégées et d'avoir la bonne information, parce que se réveiller avec, se venir se faire, parce que l'erreur peut parfois être humaine. Parfois, justifier un dimensionnement simplement avec un tableau Excel, c'est pas simple non plus. Donc, il faut il est important de se protéger. Je vous laisse faire peut-être une petite conclusion intermédiaire. Alors oui, intermédiaire dans le sens où effectivement, comme j'ai l'habitude de ce contentieux-là, il arrive souvent que des installateurs soient assignés par des particuliers sur les dispositions du Code de la consommation, puisqu'effectivement, alors pour ceux qui travaillent, qui font signer des devis, des bons de commande hors établissement, donc ils sont soumis à des dispositions du Code de la consommation qui sont très strictes
Et donc, à défaut de quoi, la sanction, c'est la nullité du contrat signé et la restitution des sommes versées. Donc, il est important d'avoir des conditions générales de vente communiquées aux consommateurs particuliers préalablement, en tout cas au moment de la conclusion du contrat, et des conditions générales de vente qui soient valables. Très souvent, il manque des mentions obligatoires, et donc effectivement, ils se retrouvent, même lorsqu'il y a des désordres ou pas de désordres, il suffit qu'on soit sur un client qui soit belliqueux et qui cherche des noises à son installateur, pour qu'il se retrouve avec une procédure en nullité du contrat, avec des demandes de dommages et intérêts. Et donc, effectivement, les conditions générales de vente sont obligatoires, elles doivent être communiquées et elles doivent être valables. Et effectivement, pour le coup, moi, j'accompagne des entreprises là-dessus, puisqu'elles font partie, les conditions générales de vente ont valeur contractuelle. D'accord ? Donc, il faut qu'elles soient à tout le moins, en tout cas, soit paraphé soit paraphé, oui, faut qu'il ait pris connaissance des conditions générales de vente, et il faut pouvoir en justifier, encore plus lorsque ces contrats sont signés hors établissement, donc hors siège social. Et effectivement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc effectivement, il faut qu'elle soit valable. Et alors, soit donc paraphé, soit encore mieux, pour être sûr de ne pas avoir de loupé. Maintenant, on peut les faire parapher électroniquement, DocuSign, etc. Et donc, effectivement, le consommateur ne pourra pas dire qu'il n'avait pas pris connaissance de ces conditions générales de vente et de leur validité. C'est très important parce qu'on peut communiquer des conditions générales de vente, mais si elles ne sont pas valables, malheureusement, un avocat qui défendrait le consommateur. Alors, moi, ça peut m'arriver aussi de défendre des consommateurs, mais plus les entreprises, puisque du coup, l'approche du coup dans les deux sens peut se faire. Mais effectivement, c'est important de revoir vos conditions générales de vente et parce que effectivement, de manière à ce que celle-ci, soit vous n'ayez pas de limiter votre risque juridique. Voilà, là-dessus, c'est très important. Et les conséquences financières peuvent être très importantes puisque la nullité du contrat prononcée par le tribunal, ça engendre effectivement la restitution des sommes versées et les dommages et intérêts qui peuvent être importants, plus les frais d'avocat engagés. Voilà. Merci beaucoup pour cette étape. On a un peu de mal parfois à imaginer les sanctions, le résultat financier, parce que personne ne l'a vécu encore. Il n'y a pas. Mais voilà, soyez. Et puis, je lisais dans le chat des remarques par rapport aux chaudières bois. Ça concerne les systèmes de chauffage. Donc, tout système de chauffage. C'est pas que la PAC, là, on parlait de la PAC parce que c'était le cas. Mais voilà, la problématique, elle est sur les systèmes de chauffage. Relisez le titre du webinaire, c'est Travaux sur les ouvrages existants, quel impact de la nouvelle chauffage. Donc, c'est sur tout système de chauffage. Frédéric, est-ce que tu te sens de faire la partie proposition de solution technique en 7 bien sûr. On va faire très vite, du coup, effectivement. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Frédéric Cadieux et je suis directeur chez J'ai un besoin des solutions clients. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille effectivement sur les solutions pour sécuriser nos clients, installateurs et entreprises du bâtiment. Effectivement, on a différents outils, alors pas que sur la PAC, effectivement, sur la biomasse et sur le gaz également, de dimensionnement, et tous respectent en effet la norme NFEN 12831. Voilà, donc ça, c'est le cahier des charges de départ pour nos applications. Après, effectivement, dans certaines autres applications comme Cardopac, par exemple, on rajoute également le contrôle du DTU 6516. C'est des choses qu'on intègre directement, nativement dans les solutions, de manière à ce que les sélections de matériel puissent être faites de façon certaine, sécure et sans souci derrière. En termes de, pardon, j'ai loupé, non pardon, c'est bon. En termes de déperdition, donc on a des calculs qui sont fournis et qui sont étayés, donc qui sont également conservés dans les rapports qui peuvent être fournis ou qui peuvent être conservés pour les audits RGE. Donc ça fait partie de chaque rapport technique que vous pouvez éditer sur nos solutions. Et puis on intègre également, on a vu l'importance de cette notion-là, notamment sur les PAC. On intègre également effectivement la vérification des émetteurs. Donc là, on va jouer l'ensemble des émetteurs à tous les régimes de température pour vérifier ceux qui sont en capacité de couvrir les besoins de chauffage ou non.
Et après, on affiche de différentes couleurs chacun des émetteurs de chaque pièce, de manière à pouvoir identifier rapidement les radiateurs qui peuvent être un peu justes, entre 0 et moins 15%, qui figurent en orange, et puis ceux qui sont au-delà de moins 15%, qui figureront en rouge, et tous les autres s'afficheront en vert. Donc on sait que sur cela, on n'a pas de souci. L'idée, c'est tout de suite de pouvoir en discuter avec son client, éventuellement de dégager sa responsabilité si le client est conscient qu'il va y avoir un problème de chauffage dans une des pièces potentiellement, mais qu'il est OK avec ça, qu'il ne veut pas changer ses émetteurs et qu'on reste là-dessus, ou bien effectivement de conseiller le remplacement de l'émetteur. On a également une optimisation des régimes d'eau. Alors là, il y a deux optiques. L'optique numéro 1, évidemment, c'est de répondre aux besoins de chauffage dans chacune des pièces, mais ça va être aussi, la deuxième optique, ça va être de générer ce régime d'eau de façon optimale, de manière à pouvoir avoir une consommation d'énergie au plus bas. Donc c'est vraiment ce jeu d'optimisation du régime d'eau qui est intégré dans nos applications également, qui va permettre justement de faire un réglage au plus fin des installations. On a également des simulateurs énergétiques sur chacune de nos solutions. Alors, pareil, on a différents types de simulateurs aujourd'hui sur le marché. Nous, on est allé sur quelque chose qui est très pointu, puisqu'on va reconstituer, par exemple, le ciel au-dessus de la maison en fonction de l'adresse du chantier. Et en fonction de ça, on va permettre de voir s'il y a des masques topographiques, par exemple, autour, et d'en prendre automatiquement compte. Donc, en fait, l'utilisateur n'aura rien d'autre à faire que de saisir l'adresse du chantier. Et derrière, on a directement les résultats de ces apports solaires modifiés ou pas. On va pouvoir également intégrer bien évidemment les besoins de chauffage et les consommations associées pour chacun des mois, avec là, pour l'exemple que j'ai pris sur une PAC, en bleu les consommations et puis en vert toutes les parties qui vont être entre guillemets de l'énergie gratuite grâce au phénomène thermodynamique. Et puis sur la partie droite, vous verrez des coûts comparés en énergie et puis des émissions de CO2 comparées également entre l'état existant et puis la solution de rénovation proposée. Donc ça existe bien évidemment que ce soit sur Cardopac, Cardobois ou Cardogaz, ce qui permet également de donner de la visibilité aux clients sur ses consommations futures. Et enfin, j'en terminerai là, on a également un point très important sur ces outils, puisqu'on remet systématiquement dans chacun des dossiers, que ce soit sur le rapport client ou sur le rapport technique, une attestation comme quoi le dimensionnement a bien été fait sous la norme NF-EN 12831, de manière à vous couvrir au maximum, et effectivement de pouvoir être rassuré et rassurer votre client sur le dimensionnement qui a été fait et qui a été fait sérieusement. Voilà, sur l'ensemble de ces outils-là, on a un certain nombre de formations qui sont proposées aussi. Donc, ce sont des formations en ligne, formations experts pour des gens qui ont pratiqué un petit peu nos outils et puis qui veulent en savoir un petit peu plus. Et puis également des formations qui sont là couvertes en partie par les OPCO, donc qui peuvent vous permettre d'avoir du financement par vos organismes de formation et que nous faisons avec l'école de gestion des risques, donc qui est Calliope, qui permet justement de débloquer les financements. Formation auquel, si vous participez, j'aurai l'occasion de vous y recroiser puisque c'est moi le formateur de ces sessions qui ont lieu au sein de l'école de gestion des risques. Voilà, j'ai essayé de faire assez court. Je pense que on est un peu dans le timing. Pas qu'un peu là. Tu as rattrapé le retard. Donc, parfait. Merci pour ces éléments. Bon, dans le chat, c'est vrai que c'est pas évident de voir l'ensemble des remarques. Il y en a quand même une ou deux sur lesquelles vraiment, c'était la notion. J'ai vu des commentaires par rapport à la durée. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'à partir du moment où il n'y a pas de décennale, c'est une garantie de 5 ans. Je laisserai Maître Chemlin répondre. À compter de la découverte des désordres. Donc, 5 ans, le délai de prescription peut être étalé beaucoup plus. Enfin, voilà, pour le consommateur, à partir du moment où par exemple, il fait un constat par un commissaire de justice, ça fait partir le délai de 5 ans. Voilà. Mais donc, effectivement, on peut se retrouver avec des actions judiciaires lointaines par rapport à l'installation qui a été effectuée, du moment que les désordres ont été constatés, effectivement, à un certain moment. Merci. Et ensuite, il y avait des remarques par rapport à l'état initial. Oui, forcément, si l'état initial n'est pas fait correctement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore une IA qui corrige le mensonge. Voilà, c'est quel que soit l'outil, à partir du moment où il est utilisé avec malveillance, forcément, il sortira pas un bon résultat. Et ça, c'est pas nouveau. Donc, on me permettait juste à cette remarque. Donc, concernant
fera très attention à l'installation existante parce qu'effectivement, j'ai une expertise judiciaire où effectivement, l'installateur que je défendais, oui. Donc, ça se défend après dans le tribunal, mais à considérer qu'effectivement, l'installateur n'avait pas fait son boulot, n'avait pas donné son obligation de conseil et d'information et de conseil par rapport à l'installation existante, et donc l'expert judiciaire, lui, alors c'est pas le tribunal, c'est pas le juge, mais a considéré que du coup l'installateur devait non seulement reprendre les désordres de la pompe à chaleur, mais également l'installation de chauffage du particulier. Donc ça se conteste, hein, bien sûr, hein, mais faut faire très attention, voilà, à bien tout faire et bien tout faire. En tout cas, voilà, à donner son devoir de conseil et faire toutes les diligences en amont pour pas qu'il y ait d'impair. Petite précision. Il y a une question, enfin, qui demande un peu de clarté là-dessus et qui est bien formulée. Est-ce que ça veut dire que l'installation peut se faire attaquer à vie par un client, vu qu'il y avait le fameux décalage de à vie, mais encore une fois, voilà. Ça, c'est encore une fois au moment où la loi prévoit qu'effectivement c'est 5 ans à compter de la découverte du désordre. Voilà. Donc pas de réponse ferme parce que de toute façon c'est pas possible, mais en tout cas il faut être extrêmement prudent, c'est votre remarque. Et la deuxième, qui est plus brutale, c'est finalement faut-il encore souscrire une assurance décennale ou renégocier sa RC Pro? Moi, encore une fois, faut vraiment voir avec vos assurances ce qu'il en est, parce qu'effectivement, pour les ouvrages, enfin pour les constructions neuves, voilà, la Cour de cassation considère encore que c'est un ouvrage donc rentrant dans la garantie décennale, mais pour les ouvrages surexistants, les travaux sur des ouvrages existants, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas, et donc effectivement, il faudrait peut-être voir et s'il faut, oui, si ça rentre plus dans les termes du contrat souscrit, voir quelle garantie souscrire pour être protégé. Hein. Est-ce que parce que l'objectif c'était toujours pareil, c'est de leur donner quelques conseils pragmatiques et efficaces, finalement, de prendre le nom de l'arrêt de Cour de cassation, l'envoyer à son assureur en lui posant la question simple, comment puis-je être couvert sur cet article? Ça peut être une solution. Oui, voir est-ce que je suis couvert malgré cet arrêt de la Cour de cassation, et ouais, avoir un échange officiel là-dessus. Et sinon, effectivement, dans ces cas-là, si la décennale ne rentre plus, oui, résilier le contrat et prendre une autre garantie qui étend aux travaux sur ouvrages existants. Ok. Si, bien évidemment, moyennant conseil, mais s'ils ont besoin de vous solliciter, ils peuvent vous solliciter pour ces questions. Bien sûr, oui. Et pour les conditions générales de vente, j'ai vu passer un petit message. Faut faire très attention. Faites ça par un avocat, pas par un juriste, parce que voilà, vous parlez de vos fédérations, etc. C'est très bien, mais il faut vraiment que ce soit vu par un avocat, puisque le moindre manquement, encore une fois, aux obligations légales, il y a des mentions qui sont nombreuses pour les contrats conclus hors établissement. Le moindre manquement, c'est la sanction, c'est la nullité du contrat et la restitution des sommes versées. Donc, un avocat qui est un peu diligent verra le vice, et le vice de nullité. Et donc, effectivement, la jurisprudence est très favorable aux consommateurs. Donc, c'est un petit investissement de revoir vos conditions générales de vente par un avocat, mais ça vous protège après, puisque l'avocat engage sa responsabilité professionnelle là-dessus. Il est rédacteur d'actes. À partir du moment où il vous communique des conditions générales de vente, elles doivent être valables. Une dernière question qui est posée, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, y a-t-il rétroactivité? En fait, c'est le jour du sinistre. Pour les installations, enfin oui, c'est au moment où l'installateur est mis en cause dans le cadre d'une procédure qu'effectivement l'arrêt s'applique. Donc effectivement, c'est pour les procès en cours. Ok. En tout cas, évidemment, moi, je vous remercie vivement de ces réponses directes, parce que là, je pense que si vous aviez besoin d'avoir des réponses concrètes, j'ose espérer que vous les avez entendues. Donc, le résumé, ça tient une phrase, c'est
vous prenez le pourvoi en cassation, vous l'envoyez à votre assureur et s'il ne répond pas correctement, vous contactez Maître Chemla. Ça sera beaucoup plus rapide. Le résumé, c'est un peu celui-ci. Non, parce que là, les questions sont totalement improvisées, donc je sais très bien que vous n'aviez pas la réponse, donc vous avez répondu directement et correctement, donc correctement, ça, il n'y a que vous qui pouvez en juger, mais en tout cas, les réponses sont totalement acceptables et je vous en remercie vivement, parce que c'est tout l'objectif de ce webinaire, c'est parce que vous parliez des fédérations, attendez, je précise, nous, aujourd'hui, il y a des fédérations qui étaient bien informées, mais il y en avait qui n'étaient même pas au courant. Mais vraiment même pas au courant. Ah oui, ben voilà. Donc Ah là, oui. je ne suis pas du côté des fédérations, je suis du côté de personnes. De toute façon, nous, on est un acteur privé. Et aujourd'hui, si on comptait sur les fédérations pour nous aider, elles ne sont pas là. Donc, et celles qui sont là, je les remercie. C'est important de prendre un avocat, enfin en tout cas qui connaisse le domaine de la construction et de la rénovation énergétique. Voilà, ça touche à pas mal de, voilà, à pas mal de dispositions légales, hein, le code de la consommation, le code civil, etc. C'est important d'être bien, enfin en tout cas d'être, voilà, pour des points juridiques, être accompagné par un avocat spécialisé dans le domaine. Je vous remercie la CAPEB d'être là. Parfait. Merci à vous. Je sais pas de quelle région, mais merci. Donc, poids les conduits neufs, je répète ce qu'avait dit Maître, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans le neuf, à la limite, retenez quand vous êtes en TVA à 20%, vous êtes couvert par le décennal, et dès que vous êtes en rénovation énergétique, c'est là que le sujet mérite d'être recreusé. En tout cas, on a un peu dépassé le timing, et je vois que nous n'avons perdu que 4 personnes, donc forcément, merci Maître Chemla, parce que ça veut dire que vous avez été intéressante. Donc, et en plus, on n'a même pas fait du Julien Courbet. Donc, il n'est pas là, par contre, Julien Courbet, il me semble. Jamais, c'est un peu dans le chat. Concrètement, on passe sur la partie recommandation échange. On peut considérer que c'était surtout d'entendre Maître Chemla. Est-ce qu'il y a quelques réponses ou quelques questions que vous avez vues mettre dans le chat sur lesquelles vous pouvez répondre dans les 2-3 minutes qui nous restent avant de passer à une conclusion? Alors, des questions juridiques, tac. N'arrêtez pas là, enfin, je vois des messages, je vais arrêter la PAC, etc. Non, enfin, c'est seulement qu'il, voilà, il faut on est sur un webinaire. On en compte, voilà. On se défoule. Voilà. Il y en a qui vont faire de la glace à l'italienne. Voilà, bon, enfin, chacun se défoule, vous savez, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas grand-chose. Déjà, vous avez les éléments les plus importants à savoir. Après, effectivement, si vous avez besoin, voilà. Alors, je vais reformuler parce que je vois, vu le flou juridique, non, justement, l'objectif, c'est que vous ressortiez de ce webinaire. Il n'y a plus de flou juridique sur ce sujet, voilà. Sur les travaux sur des ouvrages existants, les pompes à chaleur, les inserts, etc. Ça ne rentre plus dans le cadre de la garantie décennale. Donc effectivement, seule la responsabilité de l'installateur de son entreprise peut être engagée, et donc effectivement, c'est très important de savoir ça et en conséquence prendre toutes les garanties d'assurance et puis faire en sorte de bien démarrer votre chantier avec des audits énergétiques, etc. Voilà. Ça peut être attaqué plus tard. Et avoir des conditions générales de vente valables, encore une fois. Hein. Si vous êtes un installateur avec conclusion des contrats à distance, hors d'établissement. Oui, après, je vois, c'est normal de livrer une installation qui marche. Tout à fait. Oui, mais ça n'empêche que parfois l'erreur est humaine. Et c'est là-dessus qu'il faut se protéger quand même. Précision, j'insiste là sur, je vois l'ensemble des messages. Voilà, le conseil que vous a donné Maître Chemla et qui est le meilleur, c'est la seule personne qui peut vous répondre aujourd'hui, c'est l'assureur. Voilà. Donc, maintenant que vous avez l'information, que vous savez que dans le neuf, si vous êtes dans le neuf, vous êtes encore couvert par votre garantie décennale. Si vous êtes en rénovation, donc sur les ouvrages existants, là, vous vous rapprochez de votre assureur, vous lui faites état de l'arrêt de cour de cassation et vous lui posez une question ouverte. Oui, mais il faut quand même avoir un document officiel qui atteste comme quoi
oui, malgré, enfin voilà, par rapport à cet arrêt, est-ce que je suis encore, voilà, est-ce qu'il y a encore il y aura une prise en charge par votre assurance ou pas? Parce que les assurances très souvent, elles prennent pas en charge. Donc, il faut faire très attention à ça. Même s'il y a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi entre les parties, qui est prévu par la loi, mais il faut avoir une lettre officielle de l'assurance comme quoi elle continue de prendre en charge malgré cet arrêt de la Cour de cassation. Alors, je vois Gilles qui est très actif et je le remercie. Non, justement, si Frédéric a fait une intervention, c'est pour rappeler qu'il y a des outils qui permettent d'éviter de. De toute façon, je vous partage une anecdote. Philippe Colmar, quand on l'a invité à participer, il a dit une chose simple, c'est moi je veux bien participer parce que toutes les personnes qui vont être là, je suis censé ne pas les voir parce qu'ils sont censés écouter et suivre les conseils. Donc non, l'objectif du webinaire, c'est de rappeler qu'il y a des fonctionnements et il y a la possibilité en effet d'avoir des outils qui vous permettent de vous préparer. Mais pour qu'on ait envie d'utiliser certains outils, il faut savoir aussi que derrière, il y a des conséquences non neutres si on ne s'est pas préparé correctement. Voilà. On va peut-être passer à la conclusion. Sur ça, c'est bon? OK. Faut-il rappeler le calcul des déperditions est assez aléatoire? Okay. Bon, ça, on fera des réponses point par point ensuite. Déjà, je vous remercie. Donc, tout ce qui a été, tous ces éléments de la visio, et nous avons pris soin aussi d'enregistrer les différents échanges que l'on vous repartagera à travers LinkedIn. Voilà, si tout le monde est OK, de façon à ce que vous ayez une synthèse des échanges qui ont eu lieu ce soir. L'objectif, il est quand même de protéger le consommateur également, qu'il ne le découvre pas. Et comme la majorité des installateurs qui sont ici ce soir ou les membres de métiers périphériques, c'est que vous avez envie de bien faire les choses et que vous partagez nos valeurs. Donc, le meilleur moyen à un moment donné, c'est de porter l'information. Et pour les pros, qu'on le veuille ou non, LinkedIn reste un super outil. Voilà, parce qu'on y pêche quand même des informations intéressantes. Donc, on vous demandera au moment où on vous partagera le compte-rendu et les conseils évoqués ce soir, de faire, si possible, un relais sur LinkedIn de façon à porter l'information. Voilà, je ne sais pas si... je pense que ça serait bien que Philippe Colmar, Joanna Chalna et Frédéric fassent une petite conclusion aussi. Mais voilà, je vous remercie d'être resté jusque-là parce qu'on a démarré à 138, on est 119. Donc, voilà, le sujet était important et je vous remercie de l'avoir partagé. Puis, on laissera Maître Chalna terminer le au revoir. Donc, Philippe d'abord, Frédéric ensuite, et puis Joanna Chalna en dernier. Oui, comme vous le disiez et comme Maître Chémia disait, c'est que aujourd'hui, même en expertise, à partir du moment où on prouve sa bonne foi, de toute manière, entreprendre, ça nécessite de prendre des risques. Donc, effectivement, quand on parle de loi, quand on parle d'arrêté, ça fait toujours peur. Il y a toujours un effet, effectivement, qui fait peur et qui dit vaut mieux arrêter et rester à la plage et puis profiter de la vie. De toute manière, il y aura toujours des risques de travailler dans le bâtiment, de faire des installations. Néanmoins, à partir du moment où vous prouvez votre bonne foi parce qu'il y a une démarche qui met en place que vous avez tenu compte de l'existant, vous avez analysé ce qui existe, adapté avec un dimensionnement, derrière, effectivement, il peut se passer des événements qui amènent à une expertise judiciaire, qui amènent un particulier, un client de ne pas être satisfait. Néanmoins, votre bonne foi, votre démarche sera mise en œuvre, sera montrée, prouvée par votre conseil et sera dans le dossier de l'expert. Et donc, le juge en tiendra compte dans sa décision. Voilà, donc ce n'est pas anodin. Il faut effectivement faire cette démarche, anticiper, se mettre tous les éléments avec soi pour faire un dimensionnement, une installation qui soit le plus juste possible en puissance, en consommation et qui réponde aux contraintes de l'existant. Je sais que ce n'est pas évident. J'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui disait il faut peut-être, vaut mieux garder sa vieille chaudière fuel
Effectivement, en relève, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup se posent des questions de dire qu'est-ce que je fais, parce que le fuel aujourd'hui ne coûte pas si cher que ça, même si c'est effectivement pas forcément la meilleure source d'énergie. Oui, rien n'est simple. Il y a des risques à prendre. Il faut les mesurer. Vous le voyez, comme disait Maître Chemia, le plus gros risque à la limite que vous prenez aujourd'hui, c'est peut-être vos conditions générales de vente. Et le mot de la fin de l'expert sur les conditions générales de vente. Merci, Philippe Pellemard. Frédéric. Eh bien, moi, je vais aller un petit peu dans le même sens, à savoir qu'effectivement, il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui dans nos métiers, mais il y a pas seulement des contraintes de dimensionnement, il y a des contraintes de qualification RGE, il y a un nombre de contraintes incroyables. Et aujourd'hui, si vous utilisez certains outils, justement, c'est véritablement fait pour vous aider et vous accompagner sur l'utilisation et le cadre de justement réglementaire, normatif, légal, etc. Donc, nous, tout ce qu'on intègre dans les outils, c'est vraiment fait dans cette optique de pouvoir à la fois vous faciliter la vie sur des notions réglementaires ou normatives comme le dimensionnement, mais également vous accompagner ensuite sur toute la partie, par exemple, le renouvellement de qualification RGE. C'est vraiment la source de nos outils. On est un bureau d'études thermiques. Les moteurs sont des moteurs de calcul thermique qui sont largement éprouvés. Mais effectivement, on ne s'arrête pas là, on va plus loin, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui encore. On regarde tout ce qui se passe autour et on essaye d'agglomérer tout cela dans nos outils de manière à pouvoir vous donner de la facilité d'utilisation, de la facilité de vie. Et on sait que vous êtes des techniciens avant tout, qu'il y a beaucoup d'administratifs aujourd'hui et que c'est pas ce que vous aimez le plus faire, et d'ailleurs qui aime ça. Mais voilà, essentiellement, ce qu'on ajoute dans les outils, justement, c'est vraiment fait pour vous faciliter la vie et c'est fait dans cette optique-là. Je me préciserai juste une chose, je vois dans le chat logiciel Pernod, ou pour moi, ou à la main. Non, pas à la main. C'est-à-dire que c'est soit Espace Cube avec nous, soit avec Pernod, quoi. Voilà. Il y a d'autres logiciels qu'il faut éviter, mais voilà, il n'y a pas de. C'est pas à la main, justement, c'est ce qu'on vous explique. Il faut avoir des traces et des preuves que le dimensionnement et que tout a été fait correctement. Donc, à la réponse à M. Pierron, non, pas à la main. Maître Chemla. Oui. Alors, oui, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité à ce webinaire. Et donc, effectivement, pour ceux qui souhaiteraient, qui auraient des demandes plus approfondies par rapport à certains sujets, ils peuvent contacter le cabinet. Donc, le cabinet, c'est le cabinet Chemla Avocat. De toute façon, on va vous mettre directement sur la page d'Espace Cube. De manière, je vois qu'il y a mes coordonnées, donc voilà. Comme ça, les gens pourront vous contacter directement. C'est des questions encore plus, voilà, si je peux répondre à d'autres questions. Monsieur Delavie, vous inquiétez pas. Tout sera disponible et tout, on enverra les liens, pas de souci. Vraiment, l'objectif, c'est que vous ayez un contact direct avec Maître Chemla au besoin. Pourquoi nous l'avons sollicité? Parce que c'est celle qui a le plus communiqué sur ce sujet. Voilà, tout simplement. Donc, elle maîtrise. Et j'espère qu'elle l'a prouvé là. Je vous remercie. En tout cas, vous aussi, voilà, de votre côté, voilà, je recommande également votre société pour tout ce qui est technique, hein, voilà, parce que moi, j'interviens sur la partie uniquement juridique. Mais effectivement, pour faire bien les choses, il faut que, voilà, comme l'a indiqué l'expert judiciaire également, voilà, en amont, les notes de dimensionnement, etc. Voilà, c'est important puisque ça vous évite ensuite des contentieux. Et effectivement, sur la partie juridique aussi à proprement parler, en dehors de tout ce qui est technique, effectivement, d'avoir des conditions générales de vente qui soient valables, puisque vous êtes professionnel face à un consommateur. Et donc, effectivement, ils ont des droits très importants et il faut vous protéger juridiquement. Je sonne le claque de fin. Je vous remercie d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. On a dérapé de 18 minutes. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci de votre participation. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de vos pouces et merci des Merci beaucoup. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci. Très, très sympa. Très sympa.